Voilà, chers amis, vous allez être débarrassés de nous dans quelques minutes, enfin, une petite demi-heure, un petit trois quarts d'heure quand même, hein. Mais on est content que vous soyez toujours avec nous ce soir pour ce dernier plateau du Café littéraire que nous avons appelé Bande Son. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, auquel devait aussi participer Akira Mizubayashi pour son livre Reine de cœur, que j'ai adoré en plus. C'est un très très beau livre. Et il a le Covid juste avant de venir. Ah non, c'est inadmissible, hein, franchement, ça nous a beaucoup déçus. Surtout qu'il n'est jamais venu encore, je pense, à Étonnant Voyageur. Alors, à côté de moi, mon vice-président, en plus, il faut que je sois sage, il faut que j'écris ce soir. Sérieuse. Patrice Blanc-Francard, qui est né à Marseille, qui est passionné de musique, vous le savez tous, vous l'avez sûrement entendu à la radio. Il débute à la radio chronique chez Jazz Hot, puis chez Rock and Folk, puis produit et réalise des émissions cultes comme Les Enfants du Rock, créées par Pierre Lescure sur Antenne 2. Il poursuit sa carrière à la télévision, notamment sur Disney Channel, et à la radio France Inter, Europe 1, Le Move. En 2004, il produit une série de documentaires musicaux pour la chaîne Voyage. En 2009 et 2010, il produit avec Michel Lebris 2 séries d'émissions sur France Culture consacrées à la musique, Année Jungle et 50s, les années 50, qu'on peut toujours retrouver. J'imagine que oui. Je pense qu'il faut que France Culture et Radio France se décident à regarder les podcasts qui traînent sur leur catalogue, mais ça doit pouvoir se faire. Oui, c'était très très bien. En parallèle, tu as assuré la programmation cinéma d'Étonnant Voyageur de 2008 à 2014. En 2018, tu signes chez Plomb un dictionnaire... Arrête, j'ai l'impression de mourir là. Je pense que... Non, ça va. Il faut quand même bien dire, hein, un dictionnaire amoureux du jazz. Et quand Michel nous a quittés donc en janvier 2021, son ami Patrice a accepté de prendre la vice-présidente de oh là là, je suis fatiguée quand même, hein, la vice-présidence de l'association, ce qui n'était pas forcément très facile, sachant que nous ferions une édition en plus sans public, avec les écrivains, mais sans public. Et tu nous as beaucoup aidé, Patrice. J'ai laissé de la place à un vrai président qui lui-même va s'occuper d'Étonnant Voyageur pour les années qui viennent, et avec le talent qu'on lui connaît, qui s'appelle Jean-Michel Le Boulanger, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et qu'on recevra demain sur ce plateau aussi, Jean-Michel Le Boulanger. Donc, voilà, on va parler dans un instant de ce livre qui s'intitule Rock My Soul. Mais regardez la belle couverture magnifique. Et le livre, il est vraiment tout frais, hein, tout frais sorti. Il est paru chez les libraires. Vendredi dernier. Voilà, donc quand je disais qu'il était tout frais sorti, c'était vraiment vrai. Oui, il sent l'encre encore. Oui. Et on en parlera tout à l'heure, mais là je vais présenter Jack Lamar, qui est né dans le Marseille de New York, dans le Bronx, un cousin. Diplômé de l'université Harvard, Jack s'est installé à Paris en 1993. Vous êtes professeur d'écriture créative à Sciences Po, l'auteur de 7 romans. Vous continuez à écrire dans votre langue, c'est-à-dire l'anglais, un récit autobiographique, de nombreux essais, des articles, une pièce de théâtre. Enfin, voilà, il y a toute une œuvre. Vous avez reçu le Linders Prize pour le premier livre Confession d'un fils modèle, le Grand Prix du roman noir étranger pour Nous avions un rêve. Ça nous rappelle quelque chose. Et le dernier roman, Viper's Dream, dont l'action se déroule dans le monde du jazz à Harlem entre 1936 et 61, a été publié par Rivage en septembre 2021. Il est tout frais aussi, enfin un peu moins, mais voilà. Il reste frais à la lecture. Alors, on commence avec Patrice, et puis si Jack a envie d'intervenir, il peut y avoir des échanges parce que voilà. Il peut y avoir on des s'est échanges. beaucoup parlé depuis 2 jours et même avant. C'est vrai. Alors donc, vous laissez peut-être alors. Donc voilà. Après ce dictionnaire amoureux du jazz paru chez Plomb donc en 2018, tu as eu envie de t'intéresser à cette musique, à ce style de musique. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui et non, parce que je connaissais la musique soul depuis très très longtemps, quand on aime le jazz, on n'aime pas que le jazz. Je peux aussi écouter les variations Goldberg et un certain nombre de trucs beaucoup moins écoutables, mais la soul a fait partie de mon âme finalement. Et je me disais que lorsque j'ai fait la recherche sur le dictionnaire amoureux du jazz, et que je me suis aperçu, ce que je pressentais, que tous ces musiciens fabuleux avaient des destinées extraordinaires, et que les destinées des musiciens, on va dire, quand ils naissent noirs aux États-Unis, ne sont pas exactement les mêmes que s'ils naissent sous une autre couleur et dans d'autres conditions. Je me suis dit que c'était intéressant d'aller revoir parallèlement ce qui se passait dans la musique soul, qui est par définition une musique moins codée que le jazz, donc plus accessible au commun des mortels sans avoir besoin d'une éducation musicale spécifique et que tout le monde connaît. Parce que tout le monde connaît James Brown, tout le monde connaît Aretha Franklin, tout le monde connaît cette musique, tout le monde l'a entendue à la radio, et spécifiquement moi, puisque ma génération m'a permis de l'écouter au moment où elle se produisait. Donc je me suis dit, il y a peut-être une idée là-dedans, et voilà pourquoi ce bouquin est arrivé. Alors, qui n'est pas un dictionnaire. Hein. Non, c'est pas un dictionnaire. On va le détailler, on va en parler dans un instant. Tu écris pour dire l'histoire de la soul qui, venant de si loin, ne prit pourtant sa forme la plus populaire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec les débuts de ce que l'on avait appelé à l'époque le rhythm and blues. Il est nécessaire d'y associer tous les événements historiques, culturels et technologiques qui ont accompagné ce développement. Et oui, parce que quand je dis que la soul vient de loin, elle vient forcément de très loin, puisqu'elle vient d'une culture qui s'est miraculeusement propagée de manière orale dans des conditions les plus terribles qu'on connaisse, qui sont celles de l'esclavage, puisque tout le monde sait que notamment la côte ouest de l'Afrique a été pillée et que les gens qui venaient de Côte d'Ivoire, du Bénin, de Togo, de toute cette partie-là étaient envoyés pour que les champs de coton puissent avoir suffisamment de main-d'œuvre, puisque c'était et les épices aussi, qui étaient la grande contribution économique des Antilles et aussi de l'Amérique, du sud de l'Amérique. Donc ça, c'est une histoire ancienne, mais dans cette histoire qui a été une histoire d'une sorte de martyr de beaucoup, s'est propagé ce qui restait de la culture africaine, une certaine partie inaliénable qu'on n'a pas pu tuer. Et cette partie-là, j'aime bien écouter des trucs que la plupart des gens n'écoutent pas. J'aime bien écouter, notamment il y a une collection extraordinaire de musique qui a été faite par l'UNESCO, d'ethnomusicologues, c'est un terme un peu barbare, mais ça existe, de gens qui sont partis avec des magnétophones notamment les années 50, et qui ont enregistré tout un tas de documents sonores dans les tribus dans lesquelles ils sont allés. Alors, pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Mais si on écoute, par exemple, des musiques de Mauritanie, du sud de Mauritanie, du Soudan, des musiques du désert, des musiques... on entend quelque part quelque chose qui se rapproche énormément de la musique que fait Johnny Hooker, qui est un bluesman, on va dire, je dirais pas primitif, mais en fait, c'est un gars qui est né vraiment dans le sud, à Clarksdale, et qui est remonté, comme beaucoup de Noirs aux États-Unis, pour trouver du travail, là où on pouvait trouver du travail dans les années 30, après la Grande Dépression, c'est-à-dire ce que tu racontes aussi dans ton livre, New York, Chicago, toutes ces grandes métropoles du Nord, et plus tard Détroit, qui est la ville de la General Motors, et de toute l'industrie automobile, et qu'on a appelé pour ça Motown. Et là, grosso modo, l'inspiration, elle vient de là. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on entend là, c'est-à-dire que c'est une galerie de portraits qui, à la fois, montrent des parcours humains, d'hommes, de femmes, en commençant justement par Aretha Franklin, qui est la reine de la soul. Mais évidemment, il y a tous ceux qu'on peut citer et ceux qu'on ne connaît pas, hein, parce qu'il y en a qu'on connaît beaucoup moins, voire pas du tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi cette partie de la préhistoire, en quelque sorte. Déjà, le terme de rhythm and blues que tu as évoqué tout à l'heure, il faut expliquer peut-être d'où ça vient, parce que je trouve que c'est important de montrer que finalement c'est une étiquette à un moment qu'on place sur un disque pour lui trouver une dénomination, pour le sortir de quelque chose qui était peut-être ostracisant. En fait, c'est en 1947 que naît le terme de rhythm and blues.
Et il a été lancé par un journaliste qui était un fou de musique et qui est devenu plus tard très célèbre, qui s'appelle Jerry Wexler, et qui travaillait à ce moment-là comme il faisait des piges au Billboard, qui était le journal qui célèbre la plupart des ventes de disques aux États-Unis. À cette époque-là, le micro-sillon n'avait pas été inventé, on était donc dans le 78 tours. Et aux États-Unis, c'est pas comme en Europe, le disque est catalogué, enfin la musique est cataloguée en choses très précises. Il y a d'une part le country and western, la pop, le rock maintenant, et 10 millions de catégories différentes. 10 millions parce que je suis né à Marseille. Mais bon, il y en a quelques-unes. Mais en revanche, là, le rédacteur en chef du Billboard va voir ce gars, Jerry Wexler, il fait « Jerry, je sais que tu aimes bien le blues, tous les trucs, grosso modo, musique de... Le mot qu'il ne faut pas dire, le N-word, negro, actually, en fait. Et donc, il dit, bah, ça, c'est pour toi, c'est dans Race Records. Et qu'est-ce que c'est Race Records? L'autre, il monte au ciel, parce qu'il faut savoir que dans les années 20, c'est-à-dire tout de suite après la Première Guerre mondiale, il y a eu un essor de l'économie avant le krach de Wall Street, et une certaine petite bourgeoisie noire a vu le jour, avec plus d'argent, une façon de pouvoir le dépenser. Et le marketing, en même temps naissant de l'industrie de l'enregistrement sonore, se dit « Waouh, là, il doit y avoir quelque part un public. Pourquoi on ne ferait pas des disques pour les Noirs ?» Bonne idée. Donc la maison OK, qui était produite par un Allemand qui s'appelait Oscar Heinemann, qui avait l'avantage d'avoir toute la dernière technologie made in Germany, parce que c'est quand même eux qui ont fait les premiers, les micros, on est en 1921, enregistre une chanteuse de blues qui était très populaire à l'époque, mais uniquement dans les cabarets, qui s'appelait, en fait, elle s'appelait Mary Smith. Et donc, elle enregistre un truc qui s'appelle The Crazy Blues, qui en fait, techniquement, n'est pas un blues, mais c'est pas le point. Et ils vendent mais un nombre colossal de 78 tours qui dépasse totalement les gens. Et donc, d'un seul coup, l'industrie découvre qu'il y a un marché. Et ce marché, ils vont l'appeler tout simplement parce la ségrégation est là, elle est à nos portes, et elle n'est même pas niée à ce moment-là, ils l'appellent Race Records, des trucs pour les gens de race ou de couleur. Et donc, en juin 1947, au Billboard, le Jerry Wexler en question, il dit « Moi, je n'écrirai pas une colonne, enfin un truc, sous le nom de Race Records. » Et l'autre dit « Mais pourquoi? On l'a toujours fait. » Il dit « Mais parce que c'est raciste. » Il dit « Bon, ben alors tu proposes quoi? Alors il faut dire. » Et c'est, pourquoi pas Rhythm and Blues. Et d'un seul coup, c'est là que naît le truc Rhythm and Blues. Comme plus tard, le mot soul naîtra après une entrevue entre le même Jerry Wexler en 1960, lorsque Ray Charles va quitter la compagnie Atlantique, et Solomon Burke, qui était un homme d'église, mais aussi un fabuleux chanteur, qui lui refusera de chanter sous la catégorie Rhythm and Blues, qui est la musique du diable, et il dit « Moi, I'm a soul person. » Alors, ok, on va l'appeler comme ça, soul music. Alors ça, c'est passionnant parce que très rapidement, on a cet antagonisme-là entre la musique de Dieu, qui est le gospel, et la musique du diable, qui est le rhythm and blues. Et Ray Charles, on lui reproche ça. On lui reproche finalement, et lui va s'en sortir comme ça. Il va dire, bah oui, mais moi je chante je suis dans la soul. Mais en fait, on continue à lui reprocher de jouer de la musique du diable. Et ça, c'était les tout débuts. C'était les tout débuts. Parce que et après, ça change justement après. Dans la société noire américaine, il y a aussi des intégristes. Et ils sont nombreux. Il suffit de voir, pas seulement dans la société noire, c'est blanche, il faut voir qu'aux États-Unis, on ne parle pas de Dieu comme ça, d'une manière aussi facile. La chose est fortement dangereuse. Et donc, ils ont leurs intégristes, comme on a les nôtres, mais les leurs ont des chaînes de télé ou des chaînes de radio, et ils ont un pouvoir très important. Et ils ont le pouvoir aussi de faire qu'à un certain moment, certains d'entre eux ont empêché Ray Charles à ses débuts de chanter, tout simplement parce qu'on ne monnaie pas la musique de Dieu. Et Ray Charles avait emprunté à la musique du gospel ses caractéristiques principales, la manière dont le piano accentue le prêcheur. Et il avait aussi pris au gospel ses accents vocaux de prédication qui nous interpellent tellement, puisqu'on entend la spiritualité dans la musique de Ray Charles d'une manière extraordinaire. Et là, on parle du Ray Charles du début, c'est-à-dire que 1954-55.
Jacques, j'ai l'impression que... Non, c'est pas Non, ça. je suis impressionné. Vas-y, Jake. Je connais cette histoire, toutes ces anecdotes, mais Patrice, d'entendre tout ça en français avec cette érudition magnifique. Patrice, comme on dit en anglais, he knows his stuff. Et je suis assez passionné, donc je crois que l'érudition est une chose, mais si on n'a pas la passion qui va avec, ça ne vaut pas grand-chose. On a l'impression de voir, je sais pas, une cinquantaine, je sais pas combien de portraits, une cinquantaine de biopics réussis. Non, mais c'est vrai, on a des vies comme ça et qui sont à la fois des parcours humains et des parcours musicaux rassemblés en quelques pages. Je crois qu'on ne peut pas parler de musique sans parler des gens et sans parler de leur vie, de leur destin. Et encore une fois, sans faire de misérabilisme, je veux dire que la vie des Noirs américains n'est pas la même quand ils naissent. Quand James Brown naît dans une cabane absolument misérable au fond de la Géorgie, il est pratiquement mort-né d'ailleurs, il ne respire pas. Et c'est une famille d'une pauvreté absolument insondable. Il y a juste une dans la famille qui a à peu près acquis un niveau social, c'est Tante Minnie qui est l'infirmière du coin. Et elle ressuscite le bébé avec un bouche à bouche qui est extraordinaire. Et son père est tellement content qu'il fait 10 km à pied pour aller l'inscrire au premier registre du coin. Et au lieu de l'appeler Joseph James, il l'appelle James Joseph. Sans quoi on aurait eu un Joseph Brown, mais pour le moment on n'en connaît pas. Je crois que tu avais envie de lire un petit extrait de ton livre. Je Oui, te laisse l'introduire. Merci. Mais je ne voudrais pas accaparer Non, l'histoire. non, après mais je veux dire que pour moi, au début, et je crois que d'après ce que je sais, que j'ai lu du livre de Jake, on est totalement sur la même longueur d'onde. Pour moi, il y a vraiment ces deux piliers qui sont le blues et le gospel song, qui sont grosso modo des musiques très similaires, mais l'une est totalement orientée vers la religion et l'autre vers quelque chose de beaucoup plus profane. Et en général, tout le monde dit « j'ai le blues », c'est très triste d'avoir le blues, on est désespéré. Mais en fait, écoutez ce que Richard Wright, un merveilleux écrivain, qui a été un ami de Camus, un ami de Sartre aussi, oui, c'était pas facile d'être l'ami des deux. Il a écrit « L'aspect le plus étonnant des blues est que, quoi qu'emplis de défaites et de découragement, ils ne sont pas intrinsèquement pessimistes. Leur fardeau de malheur et de mélancolie se mue dialectiquement par la seule force de la sensualité, dans une affirmation presque joyeuse de la vie, de l'amour, du sexe, du mouvement, de l'espoir. Quelles qu'aient pu être les conditions répressives de son environnement, le noir américain n'a jamais douté de sa capacité solidement enracinée à vivre. » Et je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment le fond du truc, c'est ça, quoi. Si vous écoutez cette musique, elle peut être extrêmement triste, mais quelque part, elle n'est jamais désespérée. Belle définition. Merci. On parle du livre de Jake ? Oui, Viper's Dream, d'autant plus qu'on a commencé... Tu l'as découvert aussi, Patrice ? Jack, c'est quelqu'un avec que j'ai rencontré lors de la conférence de presse de Paris d'Étonnants Voyageurs. Et j'ai trouvé ce type extraordinairement sympathique. On a commencé à parler et ça continuait. Je pense qu'on pourrait parler 3 heures ensemble. Il faudrait vraiment qu'on nous dérange pour arrêter. Parce que toi aussi, tu es passionné par cette musique jazz. Ah oui, absolument, oui. Et oui, et ça commence comme ça, parce que Clyde Morton, un jeune garçon qui arrive à New York, croit en son destin. Il va être grand trompettiste. Il est sûr d'être très très bon. Mais quand il commence à jouer dans un endroit qu'on lui a indiqué, dans un club de Harlem, on lui dit voilà, va voir. Là, c'est son oncle qui lui a dit en Alabama, va le voir, tu es doué, tu vas être immédiatement perçu, tu vas percer. Plein de certitudes. Plein de certitudes, il est sûr. Et puis l'autre lui dit oh là là, arrête tout de suite. Et il a un peu pitié de lui et lui dit viens pour oublier ça. On va fumer un pétard, quoi. Enfin, il lui dit pas exactement comme ça, mais c'est ce qui se passe. Et du coup, Clyde, il abandonne la musique, mais par contre, il découvre la drogue. Et c'est comme ça que ça commence. Et c'est un rêve qui se transforme. Non pas, il disparaît pas, il se transforme. Et au départ, ça continue à être un rêve parce que finalement, il va trouver sa place dans New York, jusqu'à être un grand personnage, Jake. Un grand criminel, oui. Un grand criminel, oui, voilà, un grand criminel. Oui. Mais plus dur sera la chute. Ça va être terrible, en fait. Alors,
il y a un aller-retour entre la musique qui reste là, parce que finalement, ses premiers clients, ça va être des musiciens. Parce qu'ils planent grâce à lui. Et ils jouent mieux grâce à lui. En fait, le livre parle de plusieurs choses. L'action se déroule principalement entre 1936 et 1961. Et oui, l'oncle de Clyde Morton à Alabama, son oncle est un bluesman. Hein. Il joue la guitare dans ce qu'on appelle les juke joints, les petits clubs de fête. Et moi, je pense que son oncle savait que Clyde n'avait pas de talent. Il voulait que Clyde quitte le Sud. Ah. Et probablement, l'oncle savait que la copine de Clyde était enceinte. Et il dit à Clyde, tu peux être le prochain Louis Armstrong. Je suis sûr. Hein, quitter Alabama, aller à New York. Et donc, le jour où Clyde arrive à New York, pendant sa première audition, il découvre qu'il n'a aucun talent. Mais le bassiste qui l'écoutait et qui donne Clyde la mauvaise nouvelle, pour soulager Clyde, il dit, alors, est-ce que vous connaissez Mary Warner? Et Clyde pense qu'il parle d'une prostituée ou quelque chose. Il monte sur le toit et Pork Chop, le bassiste, il sort en juin. Et c'est la première fois où Clyde a l'expérience de l'herbe. Et donc, il a quitté son rêve, il abandonne son rêve d'être musicien. Et par une série de coïncidences, il devient un petit gangster, le numéro 2 d'un grand gangster juif, Abraham Orlinsky, qui est le grand fournisseur de l'herbe aux musiciens de jazz. Et il prend la place de Mr. O un jour. Mais en fait, à l'époque, c'était seulement surtout les musiciens de jazz qui ont fumé l'herbe. Hein. Ce n'était pas quelque chose qui était très connu dans la société. Mais c'était très présent à la Nouvelle-Orléans depuis la naissance du jazz. Et ça a continué pendant les années 30. Et pendant ma recherche pour le livre, j'ai découvert que le terme viper, une vipère, c'est un fumeur de marijuana. Ça vient du son sur un joint. The hiss. C'est comme une serpente. Oui. Et donc, les vipères étaient les fumeurs de marijuana. Et donc, je connaissais la chanson la version la plus connue par Django Reinhardt, Viper's Dream, c'est-à-dire le rêve du fumeur d'herbe. Et il y avait toute cette code secret. Il y a plusieurs chansons qui parlent de vipers. Hein? Fats Waller, et oui, si on ne sait pas ce que c'est, on passe à côté. Oui, c'était juste un code secret parmi les musiciens. Et donc, Clyde, il devient the Viper. Hein? Sa réputation est si forte en tant que utiliseur et de vendeur de la drogue. Mais pendant les années 40, une nouvelle drogue arrive sur la scène de jazz. Et ça, c'est l'héroïne. Et ça va faire des dégâts terribles. Et oui. Et Clyde, il pense que selon le musicien avec qui ses amis les musiciens, ils disent que en fait le marijuana était comme l'élixir de la créativité. Ça aidait les musiciens dans leur création de la musique. Mais pour Clyde, l'héroïne est en train de détruire le jazz en tuant les grands artistes comme Charlie Parker. Et donc, il refuse de dealer l'héroïne, il tue les dealers de l'héroïne. Et en fait, j'avais envie de créer un criminel avec un code moral. Oui, il a ce code moral de faire, hein, qu'il refuse de dealer l'héroïne. Et il est en guerre contre les dealers de l'héroïne. Parce qu'il veut sauver le jazz. Parce qu'il est vraiment amoureux de cette musique et de ces musiciens. Oui, et puis il les connaît, il les fréquente, et il sait que Charlie Parker est mort de ça dans l'endroit qu'il fréquente beaucoup, hein, parce qu'il voit une baronne, la baronne Panonica de Königswarter,
qui est l'endroit où effectivement on sait que Charlie Parker est mort épuisé par l'héroïne à 34 ans, je crois, très jeune. Donc il se méfie de ce monde-là et de l'arrivée de l'héroïne. Il y a quantité de jazzmen qu'il rencontre. Et il y a aussi Machiavel qui rencontre. J'aimerais bien, qu'est-ce que vient faire Machiavel dans cette histoire? Ah oui, en fait, c'est le grand gangster Abraham Orlinsky qui est un gros lecteur aussi. Et il a envie d'éduquer Clyde Morton, qui arrive à New York à 19 ans. Et on commence à avoir ces conversations et Mr. O, il dit à Clyde que Machiavel avait une théorie qu'un prince, un grand leader, peut être soit aimé ou soit, comment disons, feared. Détesté, haï. Détesté, haï, oui, provoquer la peur, hein, provoquer la peur. Do you want to be feared or loved? Et ça, c'est un conflit pour Clyde. Il ne peut pas décider s'il préfère être aimé ou détesté. Il faudrait être les deux pour être. Oui, il y a un moment où il est les deux. Il y a les meilleurs moments de sa carrière. Il a les deux. Ouais. Enfin, en quatrième de couverture, c'est résumé comme ça. Ce soir, c'était le 3e meurtre de Viper. Pour la 3e fois en 25 ans, il avait mis fin à la vie de quelqu'un, mais c'était la première fois qu'il le regrettait. Oui, et alors en fait, ça, on ne va pas le savoir tout de suite, parce que c'est tout le sujet du livre. Oui, mais en fait, j'ai joué avec la structure du polar, parce qu'il y a un genre de polar très connu qu'on s'appelle The Who Done It. Qui l'a fait, hein, qui était le coupable. Oui. Et moi, Agatha Christie était le grande doyenne de Who Done It. Et j'ai écrit un Who Done It, Le Caméléon Noir. Hein. Il y a un cadavre dans le premier chapitre, plusieurs fausses pistes et finalement une résolution à la fin. Viper's Dream est très différent. C'est un Who Got It. Qui sont les victimes. Et donc, on sait au début que cette nuit, en 1961, Viper a commis son 3e meurtre. Et on voit en flashback tous les gens qu'il rencontre à Harlem et le mystère pour le lecteur. Et qui sera la première victime de Clyde? Qui sera la 2e victime? Et qui est la 3e victime la nuit où l'histoire commence? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que puisque l'âme de Michel Lebris emplit encore, on a eu... Là, regarde, il est là. J'ai eu la chance de sortir un livre avec lui qui s'appelait Les années jungle. Les années jungle, évidemment, tu vas comprendre tout de suite en anglais, The Jungle Years, c'est les années de Duke Ellington qui crée la musique jungle à Harlem. Et en 1927, 26, 27, 28. Et c'est un gangster qui a donné à Duke Ellington la possibilité de jouer, qui s'appelait Owen Maiden, et qui avait le Cotton Club, qui était le siège, ce formidable club, qui était d'ailleurs un club où seuls les Blancs peuvent aller écouter de la musique noire à Harlem, quand même. Mais les gangsters adoraient le jazz. C'est comme si aujourd'hui, les gangsters adorent le hip-hop, mais les gangsters adoraient le jazz. Et pour lui, c'était formidable. Ils étaient finalement, il les protégeait. Ils étaient les protecteurs du jazz. Et il y avait toujours entre le jazz et les gangsters quelque chose de très spécial. Et souvent des gangsters juifs. Hein, et il y a cette connexion aussi. Et Abraham Orlinsky parle de ça, de rapport entre les Noirs et les Juifs, ces gens qui étaient esclaves. Et même à la Nouvelle-Orléans aussi, il y avait un grand rapport avec les Noirs, les Juifs, les Siciliens. C'était pas juste une cité que pour les Noirs. Il y avait, en fait, c'était tous les gens qui étaient refusés par la société qui s'étaient mis ensemble. J'ai l'impression d'être à Roland-Garros. Oui. Juste pour dire, il y a effectivement ces 3 meurtres qui sont les 3 victimes, mais il y a aussi un autre suspense, c'est quels sont les 3 vœux. Parce que la baronne demande à Clyde, tu auras les 3 vœux les plus importants pour toi de toute ta vie, c'est lesquels? Et pendant tout le livre, il va réfléchir à ça. Il va tellement y réfléchir qu'il est prêt à se faire arrêter par la police,
Avant de trouver ces 3 vœux, il partira pas de l'endroit. Oui, et ça, c'est inspiré par des faits réels. Et il y a plusieurs personnages réels dans le livre. On voit Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Count Basie. Ils sont tous dans le livre. Et surtout, la baronne Panonica de Königswarter, qui existait en vrai. C'était une héritière de la fortune Rothschild, une européenne. Elle a eu une vie hyper compliquée, mais à un certain moment, elle était l'épouse d'un diplomate et elle a écouté une chanson de Thelonious Monk, je pense que c'était Round Midnight, et elle était complètement bouleversée par cette musique. Et elle a changé sa vie. Elle a décidé d'aller à New York et de devenir. Elle est devenue une espèce de mécène. Ça, c'est historique. Ce que Jacques vous dit là, c'est pas inventé, c'est vraiment l'histoire. Oui. Et elle était une mécène pour la génération de bebop. Et tout d'abord, elle était hyper riche, donc elle est restée dans les grandes suites, dans les hôtels les plus chers de Manhattan. Mais une nuit, en mars 1955, Charlie Parker est tombé mort dans la suite de Panonica, connue comme Nika, dans le Stanhope Hotel. Et donc, elle n'était plus accueillie dans les hôtels new-yorkais, mais parce qu'elle était hyper riche, elle a acheté une maison dans le style Bauhaus à New Jersey, à Weehawken, New Jersey, l'autre côté de la rivière Hudson. Tout ça est vrai. Et cette grande maison était connue comme The Cat House, qui était une espèce de double entendre, parce que dans l'argot de l'époque, le musicien de jazz était known comme the Cats, Black Cats. En même temps, elle a adoré les félins à 4 pattes. Et donc, il y avait une centaine de chats dans cette maison aussi. Et donc, c'était The Cat House. Et en 1961, c'était une des raisons pourquoi l'histoire commence dans cette année. C'était à partir de 1961, Nika a commencé à poser la question aux jazzmen, si on t'accordait 3 vœux, que serais-tu? Et elle a enregistré leur réponse. Et le livre existe toujours. Et j'ai trouvé un livre, c'était publié tout d'abord en français, avant qu'il était publié en anglais. J'ai découvert le livre il y a 15 ans peut-être, les 3 vœux de musiciens de jazz. Et elle a parlé avec tout le monde, c'est hallucinant. Tout le monde qui était toujours vivant était chez Nika et ils ont donné leur réponse. Et elle a pris des photos des musiciens aussi. Et finalement, Clyde Morton, qui est très bienvenu dans les endroits où les jazzmen sont ensemble, il est là cette nuit. Il est 2 heures après son 3e meurtre. Donc il sait qu'il va être arrêté. Il sait qu'un flic pourri, Red Carney, va le chercher bientôt. Mais il est un peu paralysé à cause de ce meurtre. Il ne peut pas bouger vraiment. Et Nika pose à Viper la question. Et il réfléchit. Sérieusement. Elle dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un réfléchir autant à cette question. Si longtemps. Si longtemps. Oui, si longtemps. Exactement. Thelonious Monk, il avait répondu 3 vœux. 1, que ma musique ait du succès. 2, avoir une famille heureuse. 3, avoir une amie un peu dingue comme toi. Là, il s'adressait à Nika. Oui, absolument Donc vrai. ça, c'est vrai. C'était sa réponse. Un personnage comme ça, c'est pour un romancier, c'est du pain béni. Ah oui. Tout en sachant que Thelonious Monk était probablement le plus grand compositeur du XXe siècle et qui était assez brinzingue aussi de son côté. Je dirais avec Duke Ellington, les 2 grands compositeurs du jazz, à mes yeux, à mes oreilles, c'était Duke Ellington et Thelonious Monk. Eh bien voilà. Alors, si moi j'ai quand même une question avant de terminer, Pardon. parce que c'est aussi du jazz, j'aimerais bien savoir si on peut voir le film retrouvé de Sidney Pollack sur Aretha Franklin.
celui qui a été remonté, qui a été perdu pendant oui. des décennies. On peut le voir, mais il a été montré il y a 3 ans et il doit être quelque part dans le circuit, mais on peut l'avoir en DVD ou on peut l'avoir en streaming quelque part en cherchant sur Internet. C'est vraiment un truc extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça a été filmé par Sidney Pollack avec son équipe de cinéma. En fait, on parle de quelque chose peut-être qu'il faut remettre dans le contexte, si on peut dire. En 1972, Aretha Franklin va faire un concert de gospel. Elle n'a pas chanté sa musique, elle vient de là, de l'église. Elle chantait avec son père, le révérend Franklin, depuis une éternité. Et à un moment donné, quelque chose lui vient de l'ordre du ciel. Donc elle dit, je vais faire un concert de gospel à Los Angeles. Et elle le fait dans une église de Los Angeles. Et dans un déjeuner à New York, 2 grands magnats de la musique et du cinéma se rencontrent. L'un est sur Warner et l'autre Warner Film et l'autre Atlantic. Et l'un dit à l'autre, tu aimes le gospel, toi? J'en suis fou du gospel. Et Aretha, qu'est-ce qu'elle fait? C'est drôle que tu en parles parce que Aretha, justement, elle va enregistrer un album de gospel à Los Angeles. À Los Angeles? Mais j'ai Sidney Pollack qui est là-bas, puis il n'a rien à faire en ce moment, je le paye à rien faire. Pourquoi pas lui demander d'aller filmer ce concert? Et le gars va filmer le concert. Il faut dire que pour un cinéaste de la taille de Pollack, filmer un concert dans une boîte de sardines, c'est compliqué parce que l'église, c'est pas une église qu'on les connaît ici. C'est très bas de plafond, c'est compliqué à éclairer. Les angles sont pas beaux. Enfin, mais malgré tout, il va se débrouiller pour le faire. Il va trouver de la lumière quelque part. Il va arriver à prendre à l'image cette fabuleuse spiritualité qui émane d'Aretha. Et le film montre ça, sauf qu'on n'aurait jamais dû voir ce film, parce que le lendemain du tournage, Pollack appelle son assistant, lui dit « Tout est OK ?» Et il entend un truc. Eh bien, Sidney, je dois te dire qu'il y a un léger problème. Il dit « Quoi ?» Oui, l'opérateur son n'avait pas mis les bips de synchronisation sur son enregistrement, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'époque du digital, du numérique. C'est juste impossible de synchroniser un film s'il n'y a pas les bibles de synchronisation. Donc un film musical où on ne peut pas utiliser la musique, je ne vous raconte pas ce que ça peut être. Donc le film, pendant 40 ans, il est resté sur les étagères de je ne sais plus quelle compagnie de films qui en avait hérité à l'époque, jusqu'à ce que en 2014, un jeune garçon qui était chargé de trier les trucs monte le truc et dit « Mais attends, là, on a changé d'époque. Avec le numérique, ça va prendre un petit peu de temps, mais on peut le remonter. » Et d'un coup, on assiste à ce concert absolument extraordinaire où on comprend ce qu'est la ferveur quand même. En fait, c'était dans une salle de cinéma à Paris. J'oublie l'année, peut-être avant Covid, bien sûr, peut-être 2019. Hein, j'ai vu le film 3 fois. C'est absolument extraordinaire. Bon, on va essayer de le trouver alors. On va essayer de le retrouver. Merci pour d'avoir posé la question, comme ça nous donne envie. Alors, le livre de Jake Lamar, Viper's Dream, paru chez Rivage Noir. Qui inaugure une nouvelle collection, New York Made in France. Oui, c'est l'inspiration. Ce n'est pas moi qui va écrire la série, mais ce livre-là est le premier dans une série de livres où un auteur, soit français, soit un américain en France, écrit sur New York. Oui, d'accord, très bien. Et puis le livre de Patrice Blanc-Francard, Rock My Soul, paru chez Kalman Levy. Merci à tous les deux d'avoir passé ce moment avec nous. Bravo. Un grand plaisir.